Bonjour, bienvenue sur la chaîne Athlétique Carnivore. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'huile d'olive. L'huile d'olive est-elle vraiment bonne pour nous? Alors on nous la présente presque comme un médicament, bonne pour le cœur, bonne pour les artères, bonne pour le cerveau, bonne contre le cancer, bonne contre l'inflammation, bonne pour la longévité. Et surtout, on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Un filet sur la salade, un filet sur les légumes, un filet sur la viande, un filet dans la poêle. Et parfois, quand on regarde, dans certaines assiettes dites méditerranéennes, c'est plus un filet. Là, on est presque au niveau de la piscine. Alors aujourd'hui, on va enlever l'image de la Toscane, ses oliviers, de la bouteille verte et le mot extra vierge, et on va regarder l'huile d'olive comme ce qu'elle est réellement. Une graisse liquide, très concentrée, composé majoritairement d'acide oléique, donc d'un oméga 9, et qui peut s'oxyder sous l'effet de l'oxygène, de la lumière, du temps et de la chaleur. Et surtout, on va répondre à la vraie question, est-ce que les preuves scientifiques permettent réellement de dire que l'huile d'olive est bonne pour nous en elle-même? Ou est-ce qu'on a transformé un aliment qui peut être utile dans certains contextes en symbole absolu de santé? Parce que vous allez voir que la réponse, elle est beaucoup moins confortable que le slogan. Commençons par la base. L'huile d'olive, donc c'est pratiquement 100% de lipides. Une cuillère à soupe apporte environ 14 grammes de graisse et autour de 120 kilocalories. 2 cuillères de 140, 4 cuillères près de 480 et 8 cuillères, on approche les 1000 kilocalories. Et tout ça avec quasiment aucune protéine, très peu de volume. Pas de mastication, pas de fibres et une satiété qui n'a rien à voir avec celle d'un aliment complet riche en protéines. Donc avant même de parler de cholestérol ou d'oxydation, il faut bien comprendre quelque chose de simple. L'huile est une forme concentrée d'énergie. Une olive entière contient de l'eau, une structure, de la matière solide. L'huile en est l'extrait énergique. Et une fois qu'on a séparé cette graisse du reste de l'aliment, on peut en consommer beaucoup plus facilement. C'est déjà le premier problème avec l'image chantée. Quand une personne pense qu'un aliment la protège, elle ne le dose plus comme une source d'énergie. Elle le dose comme un médicament. Et un médicament, souvent dans notre tête, quand plus il y en a, mieux c'est. Sauf qu'ici, chaque cuillère, c'est 120 kilocalories. Le deuxième point, c'est sa composition. L'huile d'olive contient majoritairement de l'acide oléique. L'acide oléique est un acide gras monoinsaturé de la famille des oméga 9. Sur une huile d'olive typique, on peut être autour de 65 à 80% d'acide oléique, même si ça varie selon la variété. Et le climat et la récolte. Et là, il faut corriger immédiatement un faux argument. Non, le simple fait qu'un gras soit un oméga 9 ne le rend pas toxique. L'acide oléique n'est pas un poison. Notre propre organisme essaie d'ailleurs en fabriquer. Donc si quelqu'un vous dit les oméga 9 sont mauvais, il simplifie beaucoup trop. Mais l'inverse est tout aussi faux. Monoinsaturé ne veut pas dire impossible à oxyder. L'acide oléique possède une double liaison, une seule certes. Donc il est beaucoup moins vulnérable à l'oxydation que les acides gras polyinsaturés qui eux en possèdent plusieurs, mais il reste plus susceptible à l'oxydation qu'un acide gras saturé qui, lui, n'a aucune double liaison. Ça, c'est de la chimie. Plus un acide gras possède de double liaison, plus il existe de points où des réactions d'oxydation peuvent se produire. Voilà pourquoi les huiles riches en oméga 6 polyinsaturés sont généralement beaucoup plus fragiles. Mais moins fragile ne signifie pas inaltérable. L'huile d'olive s'oxyde pendant le stockage, sous la lumière, au contact de l'air et plus rapidement quand vous augmentez la température. Des études sur le stockage de l'huile d'olive extra vierge montrent clairement que la formation progressive de produits d'oxydation, notamment des hydroperoxydes, aldéhydes, et c'est là que ça devient intéressant. Au départ, l'oxydation des lipides produit des peroxydes. Ces molécules peuvent ensuite se casser et donner naissance à toute une série de composés secondaires. Des aldéhydes, des cétones, des alcools, des hydrocarbures. Certains de ces composés sont simplement responsables du gourance. D'autres sont beaucoup plus réactifs biologiquement. Les aldéhydes issus de l'oxydation lipidique peuvent réagir avec les protéines, les phospholipides et même certains constituants de l'ADN. C'est pour ça que l'oxydation des huiles n'est pas simplement une histoire de mauvais goût. La chimie de la graisse change réellement. Maintenant, il faut être précis. L'huile d'olive extra vierge, elle résiste plutôt bien à l'oxydation par rapport à beaucoup d'autres huiles végétales qui sont riches en polyinsaturés. Pourquoi ?
D'abord parce qu'elle contient beaucoup d'acide oléique et relativement peu d'acides gras polyinsaturés. Et ensuite parce qu'une bonne huile extra vierge contient des polyphénols et du tocopherol qui ralentissent les réactions d'oxydation. Donc si quelqu'un vous dit l'huile d'olive s'oxyde immédiatement dès qu'elle chauffe, ce n'est pas juste. Mais si quelqu'un vous dit l'huile d'olive ne s'oxyde pas parce qu'elle contient des antioxydants, c'est tout aussi faux. Les antioxydants retardent l'oxydation, ils ne rendent pas la molécule immortelle et ils s'épuisent, c'est exactement ce que montrent les études. Avec le temps et la chaleur, la teneur en polyphénol et en tocopherol diminue. En parallèle, les marqueurs d'oxydation augmentent. Donc le fameux avantage de l'huile extra vierge est en partie un capital de stabilité. Et ce capital, vous pouvez le consommer. La lumière, la chaleur, l'oxygène, la bouteille ouverte pendant des mois, le stockage à côté de la plaque de cuisson, les cuissons APC, tout ça pousse le produit dans le mauvais sens. Et une étude récente sur les conditions de stockage domestique a d'ailleurs montré que le contenant change énormément la stabilité du produit. Contenue dans un PET, l'huile extra vierge est dégradée bien plus rapidement dans des conditionnements protecteurs type bidon d'huile d'olive en métal. Après seulement 30 jours, dans certaines conditions testées, la valeur du peroxyde dépassait la limite réglementaire de la catégorie extra vierge. Et les pertes en alpha-tocopherol et en polyphénol étaient beaucoup plus importantes. Donc le mot extra vierge, écrit le jour de la mise en bouteille, ne garantit pas que ce que vous consommez 3 mois plus tard après lumière, chaleur, ouverture répétée, possède encore exactement les mêmes caractéristiques. Alors, parlons de la cuisson. Parce que là, on entend deux camps. Premier camp, ne chauffez jamais l'huile d'olive, elle devient toxique. Et le deuxième camp, l'huile d'olive est parfaite pour toutes les cuissons, pas de problème. Alors, les deux vont un peu trop loin. Quand on chauffe une huile, on accélère son oxydation. La durée compte, la quantité d'oxygène disponible compte, le nombre de chauffages successifs compte. Et la composition de l'huile compte également. Les fumées de cuisson montrent que lorsqu'on chauffe les huiles à haute température, on produit des aldéhydes volatiles. À 180 degrés et encore davantage à 240 degrés, les émissions augmentent. Et ce phénomène existe avec l'huile d'olive. Mais dans certaines comparaisons, l'huile d'olive produit moins d'aldéhydes que des huiles plus riches en polyinsaturés, comme l'huile de canola par exemple. Donc encore une fois, attention au raisonnement. Le fait qu'elle soit plus stable qu'une huile fragile ne signifie pas que le chauffage est chimiquement neutre. Donc une poêle à très haute température, une friture prolongée ou une huile réutilisée plusieurs fois n'est pas la même situation qu'un filet d'huile ajouté à froid. C'est exactement ce qu'on devrait expliquer au lieu de dire simplement huile d'olive égale bonne graisse. Alors maintenant, on va aller au cœur du mythe. Pourquoi l'huile d'olive possède-t-elle une réputation aussi exceptionnelle ? Principalement parce qu'elle est associée au régime méditerranéen. Et ici, on tombe sur un énorme problème de raisonnement nutritionnel. Le régime méditerranéen n'est pas une bouteille d'huile. Les personnes qui suivent ce type d'alimentation mangent aussi davantage de poissons, de légumineuses dans les modèles classiques, de fruits, de légumes, de noix, parfois moins de produits ultra transformés, voire pas du tout, et possèdent souvent d'autres habitudes de vie. Donc quand on observe que ceux qui sont des grands consommateurs d'huile d'olive auraient moins de maladies cardiovasculaires, il faut quand même séparer l'effet spécifique de l'huile d'olive du reste du mode de vie, c'est important. C'est pour ça que l'essai Predimed, alors c'est ainsi que l'essai Predimed est lui très souvent cité. Parce que là, on ne parle pas simplement d'observation. Donc on a pris un panel de personnes à haut risque cardiovasculaire et qu'on a orienté vers différentes stratégies alimentaires. Alors une branche recevait un régime méditerranéen avec de l'olive extra vierge, un autre un régime méditerranéen avec des noix, et un autre recevait des conseils pour réduire les graisses. Le résultat a montré moins d'événements cardiovasculaires majeurs dans les groupes méditerranéens. C'est une donnée importante. Cela étant, posons-nous la question, est-ce que Predimed démontre que boire de l'huile d'olive protège le cœur ? Non. Il démontre qu'une stratégie alimentaire complète dans laquelle l'huile d'olive est l'un des éléments a produit de meilleurs résultats que le comparateur utilisé. Et même dans cet essai, le groupe qui a absorbé les noix obtient lui aussi un bénéfice. Donc l'huile d'olive n'est pas l'unique explication. Et surtout, Predimed ne compare pas une même alimentation sans huile d'olive contre une même alimentation avec 50 grammes d'huile d'olive. C'est complètement différent. Cette nuance, elle est assez importante parce que souvent le marketing transforme une donnée de substitution en donnée d'addition. Si remplacer une graisse moins favorable par de l'huile d'olive améliore certains marqueurs, on conclut ajouter de l'huile d'olive. Mais remplacer n'est pas ajouter. C'est important comme phrase.
Remplacer n'est pas ajouter. Imaginez quelqu'un qui mange 2500 kcal par jour. Vous remplacez 300 kcal provenant d'une graisse trans ou d'un produit ultra transformé par 300 kcal d'huile d'olive extra vierge. Vous savez changer la qualité de l'alimentation sans changer l'énergie totale. Prenez exactement la même personne et ajoutez 300 kcal d'huile d'olive en plus de tout ce qu'elle a mangé déjà. C'est plus du tout la même expérience, vous venez simplement de faire passer son alimentation à 2800 kcal. Et si cette énergie supplémentaire n'est pas dépensée, elle doit bien être stockée quelque part. Et l'huile d'olive ne possède aucun passe-droit métabolique. Les calories de l'huile d'olive ne disparaissent pas parce que l'étiquette dit extra vierge. C'est particulièrement important chez les personnes en surpoids qui versent de l'huile généreusement parce qu'elles ont entendu que c'était bon pour le cœur. Elles peuvent facilement ajouter 300, 500 ou 700 kcal sans avoir l'impression de manger davantage parce que l'huile, elle ne remplit pratiquement pas l'estomac. Elle demande aucune mastication, elle fournit aucune protéine et elle est extrêmement facile à surconsommer. Donc même si l'huile possède des effets favorables sur certains paramètres lorsqu'elle remplace d'autres graisses, elle peut devenir complètement contre-productive si elle sert simplement à augmenter l'apport énergétique chronique. Maintenant, on va revenir sur l'oméga 9. On entend parfois l'acide oléique est essentiel. Non. L'oméga 9 n'est pas un acide gras essentiel au sens nutritionnel. Pourquoi ? Parce que l'organisme humain sait fabriquer de l'acide oléique à partir d'autres acides gras. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça signifie simplement que vous n'avez pas besoin de boire de l'huile d'olive pour éviter une carence en oméga 9. Contrairement aux oméga 3 et aux oméga 6 essentiels que le corps ne peut pas produire en quantité suffisante, l'acide oléique peut être synthétisé. Vous en trouvez déjà dans de nombreux aliments. La viande contient de l'acide oléique, la graisse de bœuf en contient, le porc en contient beaucoup, les œufs en contiennent, certains fruits à coque en contiennent également. Donc l'idée selon laquelle il faudrait absolument verser une huile végétale concentrée sur ces aliments pour avoir de bons oméga 9 n'a aucun fondement de nécessité nutritionnelle. Vous pouvez parfaitement avoir un apport conséquent en acide oléique sans consommer d'huile d'olive. Et voilà où la discussion devient beaucoup plus intéressante pour une alimentation carnivore. Si vous mangez un steak persillé, vous consommez déjà des graisses saturées et monoinsaturées dans une matrice alimentaire avec des protéines, du fer, du zinc, de la vitamine B12 et d'autres nutriments. Si vous ajoutez 3 cuillères d'huile d'olive dessus, vous n'avez pas corrigé le steak, vous avez ajouté 360 kcal de graisse liquide. C'est ça qui s'est passé. Il faut absolument arrêter de croire que la graisse animale serait une graisse honteuse qui aurait besoin d'être remplacée automatiquement par une huile végétale. Les données humaines sur les graisses alimentaires sont beaucoup plus complexes que saturé mauvais, monoinsaturé bon. Le contexte alimentaire, les lipoprotéines, le remplacement énergétique et le profil global comptent. Et surtout, on ne peut pas attribuer tous les bénéfices de l'huile d'olive à l'acide oléique. Pourquoi ? Parce que les études sur les huiles extra vierges montrent souvent que les effets les plus intéressants apparaissent justement avec les huiles riches en polyphénol. Une méta-analyse récente de 23 essais contrôlés regroupant plus de 100 participants a observé que les huiles extra vierges riches en composés phénoliques pouvaient réduire certains marqueurs d'oxydation et d'inflammation par rapport à des huiles d'olive comptant moins de polyphénol. Par exemple, le LDL oxydé diminuait davantage. Le CRP pouvait aussi être plus basse dans certaines comparaisons. Donc une partie de ce qu'on appelle effet huile d'olive n'est probablement pas simplement effet oméga 9. C'est l'ensemble du produit. Ça pose une autre question. Toutes les huiles d'olive ne se valent pas. Une véritable extra vierge fraîche, riche en polyphénol, protégée de la lumière, correctement stockée et consommée rapidement n'est pas chimiquement identique à une huile raffinée, vieille, chauffée, mal stockée ou pauvre en composés phénoliques. Pourtant, dans le discours grand public, tout devient simplement huile d'olive. Donc là, c'est un peu l'amalgame. Ensuite, on applique les bénéfices potentiels du meilleur produit à toutes les bouteilles du supermarché. Mais c'est pas la réalité. Maintenant, allons voir encore un petit peu plus loin. Si l'huile d'olive est si saine, est-ce que les grandes synthèses scientifiques retrouvent des preuves absolument solides ? La réponse est moins spectaculaire que ce qu'on imagine. Alors, une revue publiée en 2024 a regroupé 31 méta-analyses. Globalement, elle trouve des associations favorables entre consommation d'huile d'olive et plusieurs résultats. Maladies cardiovasculaires, diabète, mortalité, certains cancers. Donc il serait malhonnête de prétendre que toute la littérature est négative. Elle l'est pas. Mais une autre revue publiée en 2025 souligne aussi que pour plusieurs
critères, les études présentent une forte hétérogénéité, des intervalles de confiance parfois larges et un nombre limité d'essais randomisés. Autrement dit, oui, le signal global est plutôt favorable. Non, ce n'est pas une preuve que l'huile d'olive est un élixir de longévité, indépendant du reste du régime. Et surtout, ça ne répond toujours pas à la question de la dose optimale. Combien ? 10, 20, 50, 100 grammes ? À la place de quoi ? Chez qui ? Avec quel niveau d'activité ? Avec quelle quantité totale d'énergie ? C'est exactement là que les slogans s'effondrent, parce que la nutrition devient beaucoup moins rentable commercialement quand on dit ça dépend du contexte. Alors maintenant, je veux revenir à l'oxydation, parce que c'est probablement le point le plus mal compris. On parle souvent du LDL oxydé comme quelque chose de problématique. C'est vrai que l'oxydation des lipides est impliquée dans de nombreux processus pathologiques, mais il faut éviter un raccourci. Manger une huile légèrement oxydée ne signifie pas automatiquement que cette huile va directement oxyder votre LDL dans vos artères. La biologie n'est pas aussi directe. Votre système digestif transforme les lipides, votre foie les reconditionne. Vous avez des systèmes antioxydants. Il existe énormément d'étapes entre la poêle et la paroi artérielle. Alors, je ne vais pas vous vendre l'histoire simpliste, l'huile oxydée égale artère oxydée. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est beaucoup plus concret. Quand une huile s'oxyde, elle génère des produits de dégradation. Et plus vous chauffez longtemps, plus vous répétez les cycles de cuisson, plus vous exposez à l'air et plus les antioxydants sont consommés, plus ces produits augmentent. Certaines molécules, comme les aldéhydes réactifs, peuvent avoir des effets biologiques indésirables. Donc il n'y a aucune raison de rechercher volontairement une forte exposition à des huiles dégradées. C'est exactement pour ça qu'une huile rance ne doit pas être consommée. Et c'est exactement pour ça que réutiliser encore et encore une huile de friture est une mauvaise idée. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il vaut mieux cuisiner au beurre ou au suif ? Pour les cuissons très chaudes, les graisses contenant davantage d'acides gras saturés sont chimiquement plus résistantes à l'oxydation des doubles liaisons, mais elles possèdent d'autres caractéristiques nutritionnelles. Donc je ne vais pas vous dire qu'une seule graisse est parfaite dans toutes les situations. En revanche, si votre objectif est uniquement la stabilité thermique, il est logique de tenir compte du degré d'insaturation. Un gras saturé ne possède pas de double liaison, un monoinsaturé en possède une, un polyinsaturé en possède plusieurs. Plus vous augmentez les doubles liaisons, plus vous augmentez les sites potentiels d'oxydation. C'est aussi simple que ça. Et sur ce terrain précis, l'huile d'olive est dans une position intermédiaire, franchement intéressante. Plus stable que beaucoup d'autres huiles de graines en polyinsaturé, moins chimiquement invulnérable qu'une graisse majoritairement saturée. Donc si on veut être précis, l'huile d'olive, c'est une des huiles végétales les plus stables, mais elle n'est pas inoxydable. Et son avantage dépend en partie de sa fraîcheur et de ses antioxydants. Maintenant, le paradoxe final. Je peux parfaitement reconnaître que l'huile d'olive extra vierge possède des données humaines plutôt favorables et décider que je n'ai aucune raison d'en consommer beaucoup. Il n'y a aucune contradiction. Pourquoi ? Parce qu'un aliment peut être compatible avec une bonne santé sans être nécessaire à une bonne santé. C'est probablement ce que les défenseurs absolus d'un aliment ont le plus de mal à percevoir. Vous pouvez avoir un régime méditerranéen de bonne qualité avec de l'huile d'olive, très bien, mais ça ne signifie pas qu'une personne carnivore ou low carb qui mange des produits animaux aura forcément besoin d'ajouter de l'huile d'olive pour être en bonne santé. Elle peut devenir son énergie, peut trouver son énergie ailleurs, elle peut obtenir un acide oléique ailleurs, elle peut obtenir des antioxydants endogènes grâce à ses propres systèmes biologiques. Elle peut parfaitement ne pas avoir besoin de 500 kcal supplémentaires de graisse liquide dans la journée. Donc quand quelqu'un vous dit l'huile d'olive est bonne pour la santé, la bonne réponse n'est pas forcément non, elle est mauvaise. Non, la bonne réponse c'est par rapport à quoi ? À quelle dose ? Dans quel contexte ? Et ajouter ou remplacer. Parce que si vous remplacez une graisse très oxydée ou un produit ultra transformé par une bonne huile d'olive extra vierge, fraîche, vous pouvez parfaitement améliorer la situation. Mais si vous prenez déjà une alimentation adaptée à vos besoins et que vous ajoutez 4 cuillères par jour parce qu'on vous a dit que ça protège le cœur, vous venez surtout d'ajouter près de 500 kcal. Et si votre bouteille reste 6 mois ouverte, à côté de la lumière, à côté de la plaque de cuisson, la qualité du produit, plus forcément celle qu'on a utilisée dans les études vantant les polyphénols, et du coup, vous n'avez plus du tout la même qualité. Voilà ce qu'il faut retenir de l'huile d'olive, c'est pas un poison.
Elle n'est pas non plus un liquide sacré. Son acide oléique n'est pas essentiel. Ces oméga 9 ne sont pas magiques, elle peut s'oxyder. Ces polyphénols se dégradent, la chaleur accélère les réactions d'oxydation. La lumière et l'oxygène altèrent sa qualité. Elle apporte environ 120 kcal par cuillère et les bénéfices observés dans les études dépendent énormément du contexte alimentaire et de ce qu'elle remplace. Donc la vraie question n'est pas est-ce que l'huile d'olive est bonne, la vraie question est qu'est-ce qu'elle apporte à votre alimentation que vous n'ayez pas déjà. Si la réponse est simplement on m'a dit que c'était bon pour le cœur, c'est pas suffisant. Si vous en consommez, traitez-la comme une graisse, pas comme un médicament. Une huile extra vierge fraîche dans une bouteille opaque ou sombre ou dans un emballage métallique, protégée de la chaleur et de la lumière, consommée dans un délai raisonnable, pas réutilisée 10 fois pour frire et surtout dosée comme de l'énergie. Parce que l'huile d'olive peut parfaitement faire partie d'une alimentation saine. Mais entre peut faire partie d'une alimentation saine et il faut en ajouter partout pour être en bonne santé, il y a un monde, c'est abyssal. Donc c'est précisément ça que le monde du marketing a soigneusement effacé. Alors merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et nous indiquer si vous souhaitez qu'il y a des thèmes ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Merci, au revoir et à bientôt.